Salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est le 15e de la saison et aussi le premier depuis celui que nous avons consacré à Kobe Bryant, juste après la tragique annonce de son décès le 26 janvier. C'est peut-être par besoin de penser un peu autre chose que nous parlerons pas de NBA cette fois, d'autant que la fin du marché des transferts ce jeudi n'a pas révolutionné la ligue, il faut le dire. Mais c'est surtout parce qu'il y a une très belle actualité dans le basket féminin que nous allons parler aujourd'hui des filles et surtout des Bleus qui ont battu l'Australie ce jeudi lors de leur premier match du TQO. Des Françaises qui sont donc très très bien parties pour valider leur billet pour les JO de Tokyo. Ça pourrait être le cas dès samedi et justement on a une grande connaisseuse du sujet qui se trouve à Bourges en cette fin de semaine, bien épaulée par Amaury Perdriau. C'est Liliane Trévisan qui nous éclairera. Bonjour Liliane. Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes. Alors tous, c'est Arnaud Lecomte qui est à côté de moi là à Boulogne-Billancourt. Bonjour tout le monde. Et Gaëtan de la Folie à ma droite. Bonjour à tous et à toutes. Allez, c'est parti pour un peu moins d'une demi-heure pour essayer de comprendre pourquoi le basket féminin en France, ça marche. Début du game. Alors je voudrais qu'on revienne tout de suite sur cette victoire face à l'Australie qui a eu lieu jeudi soir, 72-63. Tout le monde n'en a pas forcément conscience parce qu'on ne parle pas souvent de basket féminin. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi, ce step back est vraiment important. Mais voilà, battre l'Australie, c'est quand même quelque chose d'assez rare. On a un ratio négatif face à cette équipe qui est très forte. On a, je crois, gagné 11 fois, perdu 14 en plus de 50 ans de confrontation. C'est surtout quelque chose de très signifiant parce que grosso modo, l'Australie, c'est ce qui se fait de mieux sur la durée derrière les Américaines. En gros, je me trompe, Arnaud ? Non, c'est tout à fait juste. C'est la deuxième puissance mondiale du basket féminin depuis une vingtaine d'années à peu près. Derrière, évidemment, les États-Unis qui trustent les médailles d'or, que ce soit dans les compétitions olympiques ou la Coupe du Monde, qui s'appelait auparavant le Championnat du Monde. L'Australie est d'ailleurs la seule nation qui a gagné une compétition mondiale hors États-Unis depuis 1994, sachant que les compétitions mondiales ont lieu tous les 2 ans, ça fait quand même beaucoup de compétitions pour les États-Unis et voir émerger l'Australie comme le seul véritable, on va même pas parler de concurrent, mais la seule équipe qui a fait ça une année, c'était en 2006, elles ont été championnes du monde sans battre les États-Unis. D'ailleurs, c'était la Russie, étonnamment, qui avait sorti les États-Unis en demi-finale et la Russie avait perdu ensuite en finale contre l'Australie. Mais néanmoins, ça pose quand même le basket féminin australien qui, évidemment, nous est supérieur sur la durée, sur toutes ces années-là, puisque, tu le disais, il y a un ratio victoire-défaite qui est très largement défavorable aux Françaises. En compétition internationale, un match à enjeu, c'est seulement la deuxième victoire de l'équipe de France contre l'Australie. La première avait eu lieu aux Jeux de Londres, en phase de poule. Donc la victoire d'hier, elle est tout sauf neutre, elle est tout sauf anodine. On pourra la relativiser un petit peu éventuellement, mais malgré tout, c'est quand même une perf de laisser surtout l'Australie à 63 points. Je pense qu'on y reviendra sur la perf défensive. Je voudrais que Liliane en parle de ça, parce que comme elle était dans la salle hier, je voudrais que tu nous parles de ce que tu as vu sur le parquet, de ce match, de la prestation des Françaises, des 63 points dont vient de parler Arnaud, 37% de réussite, 18 balles perdues, bref, une Australie dévitalisée. Qu'est-ce que toi tu as vu, qu'est-ce qui t'a marqué sur ce match, Liliane ? En fait, je ne dirais pas que l'Australie était dévitalisée, je dirais surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas vu une équipe de France féminine jouer un match aussi complet, aussi total et surtout avec cette qualité de contrôle sur le flot du match, sur les événements. Elles ont été exactement là où on les attendait. Valérie Garnier qui trouvait que depuis l'Euro, la finale perdue de 2019 et les modifications que cette équipe a subies puisqu'elle a intégré des jeunes joueuses, elle a intégré Bria Hartley. Valérie Garnier, la coach, trouvait que cette équipe y avait laissé un peu de son identité défensive, aussi bien dans l'attitude que dans la volonté de défendre correctement. Et elle avait mis l'accent là-dessus pour que ça revienne. Et on l'a vu, comme l'a souligné Arnaud, 63 points marqués par l'Australie, qui a quand même d'énormes talents offensifs. On connaît bien Liz Cambage, qui a été la meilleure marqueuse des JO à Rio, qui avait tourné à plus de 23 points de moyenne à Rio. Et donc, elles ont réussi à neutraliser cette équipe dans son jeu offensif. Et surtout, elles ont été au contrôle, c'est-à-dire qu'elles ont géré très bien le côté offensif, elles ont géré très bien leur façon d'organiser leur choix, le côté défensif, et la façon d'organiser leur choix offensif. Et elles ont su, alors qu'elles sont en plein milieu de saison, elles se sont retrouvées là, elles ont eu 3 entraînements au complet, elles ont su garder une qualité collective tout au long du match.
ce qui ne les a pas empêchés, quand il le fallait, à des moments chauds, quand l'Australie revenait à hauteur, c'est arrivé 2-3 fois, de cibler une joueuse qui était et de servir une joueuse qui était chaude. Ça a été Bria Harkley au début, ça a été Marine Johannes qui visiblement s'éclate bien en sortant du banc, et ça a été aussi Sandrine Gruda qui a fait une guerre sans merci à Alice Cambage et qui a énormément pesé sur la fin de match par sa défense, ses rebonds et son agressivité offensive. Donc en fait, comme le disait Valérie Garnier il y a une demi-heure, c'était une copie presque parfaite et vraiment la maîtrise avec laquelle elles ont construit cette victoire, ça c'était ce qu'il y avait de plus remarquable en fait. Gaëtan, est-ce qu'on peut parler de billets en poche pour les JO ? Billet en poche serait peut-être un tout petit peu s'avancer, mais c'est très très bien lancé. On l'a dit. On rappelle un ce petit peu TQO, il y a 4 équipes qui participent. Les 3 premières équipes sont qualifiées. Il suffit de laisser une équipe derrière soi. Les 2 autres équipes qui restent à affronter à la France, donc le Brésil demain samedi et Porto Rico. Ensuite, dimanche, oui, sont 2 équipes d'un standing bien moins élevé que l'Australie. Le Brésil, par exemple, on reste sur 7 victoires sur les 7 derniers matchs contre elle. La dernière fois, c'était au jeu de Rio en poule. C'est le Brésil qui a perdu d'ailleurs contre Porto Rico hier. C'était une petite surprise. Voilà, il nous reste un de ces 2 matchs à prendre pour être sûr d'être au JO. On va dire que en battant l'Australie et tu disais relativiser peut-être aussi, c'est pas tant un exploit que ça parce que l'équipe de France fait aussi partie des meilleures nations mondiales. Elle joue à domicile devant son public à Bourges, qui est un public on ne peut plus connaisseur dans le basket féminin. Donc voilà, c'est des gros avantages pour décrocher ce ticket olympique. Donc un pied et quelques orteils déjà au JO, ce qui serait très fort parce que on a tendance à minimiser parce que les années 2010 sont très riches pour le basket français, autant masculin que féminin, riche en médailles, en compétitions réussies. Mais les Jeux Olympiques, c'était rare jusqu'à une certaine époque. La première qualification des filles, c'est en 2000 à Sydney. Puis il y a eu l'argent des braqueuses en 2012. Elles ont réitéré en se qualifiant pour Rio. Et là, ça pourrait faire les 3e Jeux de suite. Et ça, c'est une perf aussi. Pour les 2 équipes. Pour les 2 équipes, ouais. Alors Arnaud, si on y va, donc, ou plutôt quand on ira à Tokyo, parce qu'il y a quand même très peu de chances effectivement, ou de malchance qu'elles n'y aillent pas, ce sera pourquoi, j'ai envie de dire, si elles sont au complet. Et c'est pas rien de dire si elles sont au complet. On se souvient que Céline Dumerc avait déclaré forfait juste avant les JO de Rio et qu'elles avaient échoué à la 4e place. Là, si elles y vont, quand elles iront, c'est la médaille, le seul, unique et grand objectif. Absolument. C'est la médaille parce que l'équipe de France, on le sait, figure dans le gratin international, donc comme l'a rappelé un peu Gaëtan depuis une dizaine d'années, sans grande faute, sans erreur. Elle se qualifie maintenant systématiquement pour les compétitions internationales, Jeux Olympiques ou Coupe du Monde. Elle est en finale de l'Euro tous les 2 ans, depuis 2013, en échouant, certes, à chaque fois, mais malgré tout, elle est en finale, ce qui pose quand même là aussi une continuité dans la durée à l'échelle internationale. Important. Tu dis elle est en finale, tu dis pas elle est titrée tous les 2 ans. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une équipe qui nous embête bien. C'est l'Espagne. Or si on ajoute les États-Unis, voilà, ça fait 4 équipes pour 3 places. Il y a même plus que ça à mes yeux. Je pense que les États-Unis sont intouchables, seront championnes du monde sauf cataclysme cet été, championnes olympiques cet été. Et les prétendantes au podium olympique, que ce soit à la finale ou à la 3e place, ce sont la France, l'Espagne, l'Australie. Et j'ai envie de dire aussi 2 nations émergentes de ces dernières années qui commencent à vraiment pousser de plus en plus fort, qui sont la Belgique et le Canada. C'est peut-être encore un peu tôt. D'ailleurs, il faut d'abord qu'elles se qualifient. Elles sont également, comme toutes les équipes, hors États-Unis et Japon, en chasse d'une qualification olympique ce week-end dans 4 tournois différents. Mais néanmoins, je pense que la Belgique et le Canada devraient se qualifier. A priori, et je pense qu'elles peuvent s'ajouter aux prétendantes au podium au même titre donc que la France, que l'Australie, que l'Espagne donc pour mieux l'identifier, qui est l'équipe qui bat la France en finale de l'Euro maintenant systématiquement depuis 2013, 4 fois de suite, ce qui est quand même non, à part 2015 pardon, 3 fois sur 4. Donc il y a assez largement les 2 dernières fois, il y avait pas match. Alors j'ai envie d'y croire moi énormément. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'équipe de France à une médaille. Je trouve que l'équipe de France telle qu'elle est constituée ce week-end à Bourges est la meilleure possible. Elle est complète. Il n'y a pas d'absence notable cette fois-ci. On se rappelle que l'an dernier à l'Euro, la France a été finaliste avec 3 absences
importantes, qui sont celles d'Elena Siak, de Diandra Chachwang et de Sarah Michel, qui sont des joueuses certes de rôle et de complément, mais qui sont quand même importantes sur le banc. La force de l'équipe de France aujourd'hui dans le concert international, c'est la richesse de son effectif, la longueur de son banc, comme on dit. Et c'est ce qui fait la différence contre l'Australie, d'ailleurs, hier. Hier, très nettement. C'est pour ça que je voulais relativiser aussi, parce que l'Australie n'est pas non plus au complet, et que la préparation de l'équipe d'Australie, elle était compliquée, puisqu'elles ont traversé la planète là, en début de semaine, entre le décalage horaire et la fatigue du voyage et deux ou trois absences importantes. Bref, néanmoins, voilà, l'équipe de France, elle se présentera, je pense, aux Jeux de Tokyo cet été, si tout le monde est là, bien sûr, avec une équipe qui n'a probablement jamais été aussi forte ces dernières années, parce que par rapport à la Coupe du Monde 2018, où la France avait un peu déçu, en terminant certes 5e, ce qui est pas mal, néanmoins en étant battu nettement en quart de finale par la Belgique, ce qui avait été une surprise quand même, une mauvaise surprise pour nous, n'avait pas Brya Hartley. Et je pense que Brya Hartley, qui est donc une franco-américaine qui a été intégrée à l'équipe de France maintenant il y a 1 an et demi. Franco-américaine, pas naturalisée, c'est important de le préciser. C'est-à-dire qu'elle a des origines, des origines maternelles françaises, sa grand-mère notamment. Ouais. Et donc Brya Hartley a été le chaînon manquant, parce qu'après la retraite internationale de l'immense Céline Dumerc, il y avait quand même un petit trou générationnel sur le poste de meneuse. Alors, elle n'est pas vraiment meneuse, elle est plus arrière que meneuse, Brya Hartley, mais c'est une américaine avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'agressivité offensive. Hier, elle a fait un match énorme. On a beaucoup parlé de Sandrine Gruda, parce que Sandrine Gruda fait aussi un match énorme et qu'elle a été clutch, comme on dit, elle a été décisive en fin de match, mais Brya Hartley a fait un match remarquable dans le volume de jeu. Les stats sont très parlants, je crois que c'est 13 points, 8 passes, 8 rebonds, quelque chose comme ça. Et Brya Hartley, je pense, c'était le chaînon manquant. Elle tombe un peu du ciel et elle apporte cette alternance avec Sandrine Gruda entre l'attaque intérieure et extérieure, qui fait de la France, je pense, un prétendant encore plus solide que ces dernières années à une médaille olympique. Et Brya Hartley, elle a cette confiance qu'ont beaucoup d'Américains, d'Américaines dans les moments chauds, de pas se débiner, de prendre les tirs importants. En quart de finale du dernier Euro face à la Belgique, on est mené de 3 points, c'est elle qui arrache la prolongation sur un tir à quelques secondes de la sirène. Quelques mois plus tôt, elle avait mis 10 points dans les dernières secondes du match contre la Chine. Encore là, en Espagne, c'est elle qui nous cale le match. Enfin, c'est une joueuse qui est capable de prendre et d'inscrire les tirs dans les moments chauds. C'est très important. Et ça permet à Marine Johannes de sortir du banc sur certains matchs, ce qui est un sacré luxe. Justement, Liliane, est-ce que on a vu que c'était Brya Hartley qui avait débuté le match hier avec Marine Johannes sur le banc. La tendance à l'Euro l'été dernier, c'était un peu 50-50. Valérie Gagné n'avait pas franchement tranché sur ce débat-là, si tant est qu'il y a un débat. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus claires qui se dessinent là, ces jours-ci ? Il n'y a absolument rien d'arrêté, évidemment. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, Marine Johannes, aussi talentueuse soit-elle, avait quand même montré des failles lors des 2 dernières compétitions qu'elle a faites avec l'équipe de France. On l'a vue parfois troublée, très vite agacée, en manque de maîtrise émotionnelle. Donc je pense qu'effectivement, elle l'a montré hier, sortir du banc pour venir mettre le feu sur le terrain et prendre ses responsabilités comme elle sait si bien le faire, ça a été une vraie réussite hier. Donc je pense qu'effectivement, dans l'esprit de Valérie Garnier, comme la joueuse, elle, a donné l'impression, en tout cas après le match, quand on l'a vue, de l'avoir très bien vécu. Elle était rayonnante, elle était heureuse. Ça peut être une tendance sur la durée, quoi. Voilà, ça pourrait peut-être effectivement devenir, Marine Johannes, c'est l'arme fatale, mais quand elle sort du banc, parce que là, du coup, elle est quand même assez insupportable à tenir pour les défenses adverses. Et par contre, Brya Hartley dans le 5, c'est quand même une assurance de sécurité. C'est une joueuse qui a mis du temps à s'intégrer quand même. On la voit effectivement. Elle est arrivée, il y a eu quand même une petite suspicion, il y a eu des interrogations. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Mais qu'est-ce qu'elle va nous apporter comme plus, etc. Et même à l'intérieur du groupe, il y a eu des questionnements qui étaient un peu logiques, parce qu'elle tombait un peu. Oui, et puis elle parle très peu français, ou quasiment pas. Voilà. J'imagine qu'elle a un peu progressé, mais elle connaît pas la France, elle n'a jamais vécu en France. Elle joue en Turquie, donc avec une culture américaine. On peut pas dire qu'elle est une culture française. J'aimerais bien poser une question justement là-dessus. Oui. On parle de Hartley, on a parlé de Gruda, on parle de Johannes. Et Arnaud, tu as aussi donné ce nom qui est quand même fondamental dans le basket féminin de ces dernières années, c'était celui de Céline Dumerc. Céline Dumerc incarnait l'équipe de France. Elle était celle qui la représentait, pas seulement sa meilleure joueuse, elle l'a été sur certaines compétitions, mais elle était celle qui emportait le visage. Qui aujourd'hui incarne, si c'est possible que ce soit une seule personne, le visage de l'équipe de France ? C'est-à-dire à la fois dans une capacité de parole, une capacité peut-être de prendre la lumière, en plus d'être légitime sportivement, Liliane.
Alors, il y a une joueuse qui est incontournable parce que même si elle ne s'en vante pas sur tous les toits, elle parle beaucoup au groupe, elle est écoutée et elle est irréprochable dans l'attitude et dans le combat sur le terrain. C'est Sandrine Gruda. C'est Sandrine Gruda qui a pris un charisme qu'elle n'avait pas, effectivement, pour ceux qui l'ont connue il y a quelques années en équipe de France, où elle ne s'exprimait pas de la même façon. Je parle dans son expression orale, gestuelle, vis-à-vis du groupe. Et aujourd'hui, elle est très sereine, elle est très aux commandes, elle est très à l'écoute du groupe. Elle est passionnée, d'ailleurs, m'a-t-elle dit tout à l'heure, par tout ce qui est les mécanismes de management et de communication dans un groupe. Et hier, à plusieurs reprises, elle a parlé aux filles entre le 2e et le 3e quart-temps, à la mi-temps, et elle est exemplaire sur le terrain. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'est étrange parce qu'effectivement, c'est pas une meneuse de jeu. On a souvent tendance à avoir comme leader à la fois charismatique et patron sur le terrain, et ce sont souvent des meneurs ou des meneuses. Et elle est intérieure, mais elle est devenue un petit peu le totem de cette équipe de France. Et comme elle a gagné en qualité d'expression, en empathie envers les autres, mais qu'elle a toujours les mêmes exigences, elle tire le groupe derrière elle. Elle tire le groupe derrière elle, elle est respectée, elle est écoutée. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est elle la figure vraiment tutélaire et incontournable de cette équipe de France féminine. Au point qu'Arnaud, tu as tweeté hier que pour toi, Sandrine Gruda était la GOAT du basket féminin français, donc greatest of all time, la meilleure joueuse de l'histoire du basket français, au pays de Jackie Chazalon, de Céline Dumerc, de Cathy Melin, de Yannick Souvray et tant d'autres. Est-ce que tu assumes? Isabelle Fijalkowski, oui, aussi. Au pays de Sandrine Gruda, oui. Et d'Elisabeth Ruffiot. Oui. Ouais, voilà. Et d'Isabelle Fijalkowski et de Cathy Melin, Céline Dumerc, en effet, qui sont, à mes yeux, les autres prétendantes à ce titre un peu honorifique. Mais oui, c'était amusant. J'ai tweeté ça parce qu'elle a fait un match assez énorme et qu'elle les répète, ces grands matchs. À l'Euro l'été dernier, elle a été de très loin la meilleure française sur la durée de l'Euro. Elle, systématiquement, dans le 5 idéal de chaque grande compétition. Donc Sandrine Gruda est, oui, je pense aujourd'hui à ce point de sa carrière, elle a 32 ans. Elle est arrivée vraiment, je pense, à un point de maturité qui fait d'elle la plus grande joueuse du basket féminin français, incontestablement, je crois. Le palmarès est exceptionnel, que ce soit en sélection ou en club. En sélection, elle a des médailles européennes et elle a une médaille olympique. Elle a un titre de championne d'Europe. Elle a des médailles, des podiums européens à foison. Elle a également en club un titre de championne WNBA, quand même si elle n'avait pas joué. Elle a été la première joueuse française à être sacrée championne WNBA. Elle a joué donc en plus au Los Angeles Sparks, ce qui fait que c'est quand même un club, une équipe, une franchise très prestigieuse à l'échelle, à l'aune du basket américain. En Europe, elle a tout gagné aussi en club. Elle doit avoir une dizaine de Final Four, on ne les compte plus à son palmarès. Elle a gagné 2 Euroleague. Franchement, elle a un palmarès exceptionnel. C'est une joueuse sur le terrain, une attaquante là aussi qui figure dans le top 5 probablement des joueuses hors américaines internationales depuis 10 ans. Elle défend. Elle attaque, elle a un leadership, Liliane vient de le souligner, de plus en plus marqué. Je pense qu'elle a plus trop de concurrence, même si on peut discuter. Cathy Melin, Isabelle Fijalkowski ou Céline Dumerc, qui sont aussi d'énormes palmarès et qui ont laissé des traces marquantes. Mais pour moi, tout mis bout à bout, je pense que Sandrine Gruda est aujourd'hui la numéro 1. Ce qui est assez incroyable, c'est sa régularité. Elle joue en équipe de France depuis 14 ans. Elle a dû commencer à 19 ans peut-être en équipe de France. Enfin, c'était en 2006. Elle a été performante tout de suite, elle a apporté tout de suite et ça fait 14 ans qu'elle apporte ses 15 points, ses rebonds, son talent offensif. Et si d'ailleurs elle continue au rythme sur lequel elle est de points, elle deviendra meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France féminine, devant Isabelle Fijalkowski, probablement au JO si l'équipe de France se qualifie. Enfin voilà, il y a une centaine de points là. Joue à Schio en Italie avec Pierre Vincent. Voilà, donc un grand entraîneur qui a à la fois été dans le secteur masculin et féminin, qui a notamment entraîné Bourges à une époque. Et les braqueuses. Donc titré en 2009 au championnat d'Europe. Et finaliste olympique, accessoirement, à Londres. Alors, elle joue à Schio, d'autres jouent aussi à l'étranger. Olivia Epupa en Australie, Valerian Ayayi épouse Vuko Saljevic aujourd'hui, puisqu'on l'appelle Vuko Saljevic. Donc, qui joue en République tchèque. On a Bria Hartley qui joue en Turquie.
Mais les autres jouent toutes en France. C'est-à-dire que les 2/3 de l'équipe jouent dans le championnat français, ce qui est donc l'inverse de ce qui est normalement à peu près la pratique dans le basket masculin aujourd'hui. Est-ce que Gaëtan, c'est l'incarnation de la bonne santé du championnat de France, qu'on peut peut-être voir aussi dans le reste en Euroleague, où on a quand même 3 clubs qui peuvent accéder au quart de finale, Bourges probablement, mais aussi Lasvel et Montpellier qui sont en ballottage. On a l'impression quand même que voilà, l'un enrichit l'autre et l'autre enrichit l'un. Oui, tout à fait. Puis, un peu comme chez les garçons, il y a le projet qui monte à Lasvel. Alors, il y a Bourges qui est l'équipe incontournable. Bourges, je vais poser des questions justement à Liliane derrière. Moi, j'aimerais bien que tu me parles de Lasvel, ça m'intéresse. Ça. Eh bien, Lasvel, Tony Parker a commencé à investir chez les garçons, mais a très vite investi chez les filles également, avec Nicolas Batum qui est très impliqué, ce qui a peut-être aussi facilité l'arrivée de Marine Johannes, qui est quand même la star, la pépite du basket français. Comme Nicolas Batum, elle est originaire de Pont-l'Évêque en Normandie. Voilà, ils sont retrouvés comme ça à Lasvel et ce projet d'Asvel, Tony Parker le dit d'ailleurs, ce sera peut-être plus rapide d'atteindre le Final Four de l'Euroleague chez les filles, où la concurrence est peut-être un peu moindre, l'écart de budget, de salaire moins démesuré que chez les garçons. Donc voilà, le projet, c'est d'aller vite. Ils ont été champions dès l'année dernière. L'objectif, c'est de refaire pareil cette année, d'aller le plus loin possible en Euroleague. Alors c'est pas dans la poche. Ouais, les quarts de finale. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait peut-être en Euroleague cette année. Ils ont eu beaucoup de soucis de blessures cette année avec l'américaine Alicia Clark qui a été absente longtemps et surtout l'intérieur brésilienne Clarissa dos Santos qui est vraiment le socle de cette équipe qui a été également et qui l'est toujours d'ailleurs, qui est toujours absente. Donc et ils ont choisi délibérément de ne pas les remplacer, donc elles ont vécu une première partie de saison un peu chaotique. Lasvel est en tête en championnat. En revanche, en Euroleague, les meilleurs résultats sont ceux de Bourges. Tu parlais d'accéder au Final Four. S'il y a bien une équipe qui sait ce que c'est que le Final Four, c'est Bourges. Les matchs ont lieu là-bas, ont lieu au Prado, dans cette salle qui a été grandie au fur et à mesure pour accueillir 5000 personnes et qui était quand même bien remplie hier. Liliane, quelle était l'ambiance ? On sait qu'il y a plus que de l'intérêt pour le basket féminin à Bourges. Il y a une forme de passion et ça se ressent encore aujourd'hui ? Oui, Bourges, c'est un peu l'épicentre du basket féminin français. Ça l'a été très longtemps et elles ont eu le mérite, le club a eu le mérite à un moment, malgré 3 titres européens, malgré un succès jamais démenti, où effectivement, dans cette ville, on vit pour cette équipe de basket féminine. Le club a su, à un moment, sous l'impulsion de son président Pierre Fossé, comprendre qu'il lui fallait accroître un petit peu ses ressources et pour commencer, se doter d'un outil de travail, donc d'une salle qui soit à la hauteur de leurs ambitions, ce qu'ils ont fait en rénovant le Prado. Et je voyais des confrères hier du basket étranger qui n'étaient jamais venus au Prado et qui, quand ils ont vu la salle et sont rentrés dedans, m'ont dit mais c'est incroyable, on voyait pas ça comme ça, mais c'est une salle magnifique. Oui, Bourges s'est doté d'un bel outil de travail, les vestiaires sont nickel, il y a tout ce qu'il faut pour la récupération, la cryothérapie, les bains, etc. Enfin bon, voilà. Donc le club a su à un moment se remettre en question et effectivement c'est le club c'est presque le club qui fait vivre cette ville. Vous vous baladez dans les rues, il y a une boutique magnifique, grande, spacieuse, aux couleurs du club. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. On voit pas ça souvent, ni pour les clubs masculins, ni pour les clubs, et encore moins pour les clubs féminins. Et il y a une vraie volonté de garder le basket au haut niveau à Bourges, qui est partagé donc évidemment par les dirigeants du club, par un tissu économique et aussi par la municipalité. Donc il y a une concordance, une synergie de volonté de maintenir le basket féminin au haut niveau à Bourges et il y a une légitimité. C'est un sport qui est ancré, c'est un sport qui a eu un succès phénoménal, même si aujourd'hui, effectivement, les titres européens ne se ramassent plus comme ils se ramassaient il y a un certain temps. Mais c'est une équipe qui est toujours dans l'excellence européenne, c'est une équipe qui joue toujours les premiers rôles en championnat de France et effectivement, elle fidélise un public qui commence à se renouveler. Il était temps quand même que la moyenne d'âge soit un petit peu retouchée. Et effectivement, c'est un club qui reste. Pourtant, on le connaît depuis 20-30 ans, mais c'est un club qui reste un club d'avenir pour le basket féminin français. Et hier, j'étais un petit peu déçue de voir que la salle n'était pas complètement remplie. 4000 sur 5000. On m'annonce que ce sera archi plein contre le Brésil et archi plein contre Porto Rico. Je pense que c'est bien la moindre des choses quand on est à Bourges. Voilà, mais effectivement, oui, ça reste un bastion quasi inégalé du basket féminin français. L'Asvel va sans doute y arriver. Montpellier, il travaille beaucoup.
mais ça reste, oui, à l'international notamment, la référence du basket féminin français. Oui. Et pour souligner l'apport de Bourges, toujours à cette équipe de France actuelle, tu parlais d'avenir, mais c'est aussi le passé, le présent. 8 joueuses sur les 12 bleues qui disputent actuellement le TQO sont passées ou jouent toujours à Bourges. Et les deux coachs. Et les deux coachs, Valérie Garnier, l'ex-coach, oui, et son assistant Olivier Lafargue, qui est aujourd'hui le premier assistant de Valérie Garnier, est aussi le coach de Bourges, et qui avait d'ailleurs pris sa suite. Et Liliane, tu parlais d'avenir à Bourges, quand on voit Alexia Chartereau qui continue de progresser, qui est devenue une vraie menace. Elle est là à 3 mètres de moi, elle vous salue. Hein. Qui est devenue une vraie menace offensive en Euroleague. Iliana Ruppert, qui est toute jeune, qui est née en 2001, qui a déjà été sélectionnée là, dans le 5 majeur de l'Euroleague, là, la dernière journée avant la fenêtre du TQO. Ça montre que Bourges travaille aussi sur l'avenir et qui s'annonce radieux. Et c'est comme ça qu'on pourra justement finir, parce que sur l'avenir, rappelez également que toutes les équipes de France de jeunes seront sur le pont, les U16 se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, donc ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que le basket féminin français se portait bien, devrait encore durer quelques années avec des clubs qui structurent. C'était important de faire un focus, de mettre la lumière sur ces filles qui performent et qui donnent un peu de visibilité à ce sport qui est relativement égalitaire. Ouais, qui n'est pas forcément toujours bien médiatisé, notamment par les télévisions, même si demain samedi, le France-Brésil sera, il faut le noter, parce que c'est très très rare, sera visible en clair sur W9, me semble-t-il. Ouais. C'est un événement extrêmement rare. Je suis pas sûr que, il y a un match par an qui soit diffusé en clair. Ça dépend un peu des performances de l'équipe. Quand elle va en finale de l'Euro, en général, elle est diffusée en clair. Mais bref, c'est très rare. C'est pas forcément l'équipe collective de sport co français la plus médiatisée chez les filles, alors que les résultats sont quand même extrêmement brillants depuis 20 ans et on a tendance un peu à l'oublier. En 3 mots, elle le mérite, non pas d'être oubliée, mais d'être mise en avant. Je vous remercie à tous, notamment à Liliane et à Amaury qui étaient avec toi à Bourges. Merci messieurs, merci aussi Roland à la technique et à la semaine prochaine. À bientôt.